Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous examinons des histoires de personnes âgées dévorées vivantes par des animaux. D'un camping dans le Montana où un ours frappe sans avertissement à une route en Géorgie où des chiens errants se rapprochent rapidement. Mais d'abord, près de Rose Island aux Bahamas, le voyage de plongée en apnée d'une grand-mère se termine sous l'eau bleu calme. C'était le 6 septembre 2018. Au large de la côte bahamienne, où l'eau turquoise s'étendait sans interruption jusqu'à l'horizon. La matinée était calme et claire. Un bateau de tourisme s'est arrêté au-dessus d'un récif peu profond, prêt pour une courte pause de plongée en apnée. Linda Greer avait 68 ans, une infirmière retraitée de Pennsylvanie voyageant avec sa fille et ses petits-enfants. Elle avait travaillé la majeure partie de sa vie dans des hôpitaux et de petites cliniques, connues pour garder son calme sous pression. Après la mort de son mari, sa fille l'a convaincue de rejoindre cette croisière comme un moyen de repartir à zéro. Linda n'était pas une nageuse expérimentée, mais elle voulait essayer de nouvelles choses. Elle avait promis à ses petits-enfants qu'elle ferait de la plongée avec eux, même si elle restait près du bateau. Avant de monter à bord du petit bateau, Linda vérifia plusieurs fois son gilet jaune et les sangles de son tuba. Elle demanda au guide si l'eau restait peu profonde près du récif. Le guide lui dit que c'était calme et sûr. Ce que personne ne savait, c'est qu'un groupe de plongée privée avait effectué une séance de nourrissage de requins à moins d'1 mile de là plus tôt dans la matinée. Cette pratique était illégale selon les règles locales mises à jour. L'odeur de l'appât et de l'huile de poisson avait dérivé lentement avec le courant. Le récif s'étendait en dessous avec des crêtes de corail et du sable. Des bancs de poissons se déplaçaient sous les rayons du soleil et les ombres du bateau dérivaient sur le fond marin. Le groupe s'est dispersé autour de 10 nageurs, principalement des familles. Linda est restée à l'arrière, flottant debout et ajustant son masque, gardant sa fille en vue. Le courant se déplaçait légèrement vers l'est, entraînant le groupe plus loin que prévu. Les requins bulldogs tolèrent à la fois l'eau salée et l'eau saumâtre et se déplacent souvent dans les eaux peu profondes près des côtes. Ils ont un corps épais et sont agressifs lorsqu'ils se nourrissent, avec une force de morsure de plus de 1300 livres par pouce carré. Dans une eau claire, ils attaquent rarement les humains à moins d'être provoqués par une odeur ou un mouvement soudain. Mais dans une eau récemment troublée par des appâts, un éclat de couleur ou une vibration peut les inciter à attaquer. Le premier signe est passé inaperçu. Un guide sur le bateau a vu une forme sombre se déplacer près des nageurs, mais a pensé que c'était un barracuda. Quelques instants plus tard, Linda s'est éloignée de quelques pieds en nettoyant son tuba. Des témoins ont dit que l'eau autour d'elle semblait calme, puis une soudaine vague a brisé la surface. Un grand requin a surgi de dessous, frappant et s'agrippant à sa cuisse. La force l'a légèrement soulevée avant de la tirer sur le côté sous l'eau. Sa fille et un autre nageur ont vu son bras se lever une fois avant qu'elle ne disparaisse dans les bulles. Le guide a sifflé et a crié à tout le monde de retourner au bateau. Plusieurs passagers ont entendu un court cri avant que le bruit ne s'arrête sous les éclaboussures. L'eau est restée trouble avec du limon et de l'écume pendant plusieurs secondes, puis est redevenue calme. Le guide a plongé avec des palmes et a atteint l'endroit en 30 secondes. Il a vu une forme vague se diriger vers des eaux plus profondes, un requin bulldog d'environ 8 pieds de long. Linda a brièvement refait surface, face vers le bas, avant que le guide ne saisisse la sangle de son gilet et ne la tire vers le bateau. Le sang s'est rapidement répandu à la surface, rendant l'eau rose tandis que les membres de l'équipage l'aidaient à monter à bord. La morsure avait sectionné une artère. Ils ont appliqué une pression et enveloppé la blessure avec des serviettes, mais elle a perdu connaissance avant d'atteindre le rivage. Ils ont appelé des secours d'urgence par radio et un autre bateau à proximité les a rejoints. Les ambulanciers les ont rencontrés au quai 10 minutes plus tard. Elle a été déclarée morte peu après son arrivée. Le rapport médical indiquait une perte de sang massive due à une seule morsure traumatique comme cause. Les autorités ont confirmé plus tard qu'un requin bulldog se trouvait dans la zone, probablement attiré par les restes d'appât de la plongée illégale précédente. Les témoignages des passagers et du personnel de la visite concordaient. Les conditions étaient calmes. Il n'y a eu aucune provocation. C'était un seul animal et l'événement a été rapide. Personne d'autre dans le groupe n'a été blessé. Les enquêteurs ont ensuite confirmé l'emplacement et le moment à l'aide des déclarations des témoins et des données GPS du bateau de tourisme. Cet après-midi-là, le site a été fermé. Les opérateurs de plongée ont été interrogés au sujet de l'alimentation non autorisée. Aucun opérateur n'a admis sa responsabilité, mais les autorités ont retracé des caisses d'appât restantes jusqu'à un affréteur local non licencié. Le gouvernement a temporairement arrêté toutes les excursions de snorkeling près de l'île Rose pour des examens de sécurité. La compagnie de croisière a publié un communiqué exprimant ses condoléances et confirmant que le voyage était organisé de manière indépendante. La famille est restée à terre pour s'occuper des arrangements, tandis que les autres passagers remontaient à bord en silence. Ses affaires, une serviette pliée, un masque et des sandales, ont été scellées dans un sac transparent et remises à sa fille. Les experts en requins ont mentionné le problème croissant du conditionnement par appât, où les requins associèrent le bruit des bateaux à de la nourriture. En soirée, les patrouilles maritimes ont enregistré un comportement normal des requins dans la région. Le lendemain matin, le récif semblait aussi calme qu'avant, avec seulement une bouée temporaire marquant la zone fermée. Le rapport final indiquait que l'attaque impliquait un seul requin bulldog, montrant des réflexes d'alimentation normaux déclenchés par des facteurs environnementaux.
Il n'y avait aucune preuve de la présence de plusieurs animaux ou d'une agression prolongée. L'océan cache son danger sous des eaux calmes, mais sur Terre, même la forêt la plus silencieuse peut se transformer. Notre prochaine histoire nous emmène au Montana, où l'expérience rencontre l'instinct dans l'obscurité. C'était le 11 octobre 2014 dans une région forestière reculée du sud-ouest du Montana. La nuit était froide et silencieuse. Le ciel au-dessus des arbres était clair avec des étoiles et la rivière en dessous coulait doucement sur des rochers gelés. Une seule tente se dressait près d'un feu éteint, seul dans la forêt. Daniel Reeves avait 71 ans, un garde forestier à la retraite qui avait passé la moitié de sa vie à patrouiller dans cette même région. Il connaissait chaque sentier, source d'eau et crête par cœur. Ce voyage n'était pas un risque pour lui, mais une sorte de retour aux sources. Une semaine de tranquillité dans les bois où il avait autrefois travaillé. Il l'avait planifié comme une pause après une année difficile de bilan de santé et de ressentir son âge plus que d'habitude. Sa fille lui avait demandé de ne pas camper seul, mais il lui avait dit qu'il irait bien. Il avait emporté un spray anti-ours, une radio météo et des années d'expérience. Daniel faisait confiance à sa routine. Il installa son camp près d'un méandre d'une rivière forestière, juste à côté d'une ancienne piste d'accès des gardes forestiers. Le site était plat et entouré d'épicéas et de peupliers. Il préparait des repas simples sur un réchaud à propane et gardait sa glacière à côté de la tente, couverte d'une bâche. Il avait passé suffisamment de nuits à la belle étoile pour penser qu'une petite glacière n'attirerait pas l'attention, surtout si tard dans la saison lorsque les ours étaient moins actifs. Il remarqua quelques marques de griffes sur un arbre le long du sentier, mais supposa qu'elles étaient anciennes. La forêt passait à l'automne précoce. Le givre couvrait l'herbe, les feuilles craquaient sous les pieds, et une légère brise portait l'odeur de pin et de fumée de bois. La rivière voisine créait un bourdonnement constant qui masquait la plupart des autres sons. Les campeurs d'un site à environ un demi-mile avaient plié bagages plus tôt dans l'après-midi. À la tombée de la nuit, Daniel était seul. Les ours noirs sont plus petits et moins agressifs que les grizzlies, mais beaucoup plus communs dans le Montana. La plupart des incidents avec les humains se produisent lorsque les ours sont surpris à courte distance ou protègent de la nourriture. Malgré leur nom, leur couleur varie du noir au brun. En automne, ils passent la plupart de leurs heures d'éveil à se nourrir ou à chercher de la nourriture pour se préparer à l'hibernation. Leurs sens sont particulièrement aiguisés aux odeurs de nourriture pendant cette période. Ce soir-là, la température est tombée en dessous de 0. Daniel a mangé de la soupe dans une marmite et a laissé la marmite refroidir près du foyer. Il a fermé son sac de couchage jusqu'en haut et s'est endormi vers 10 heures, bercé par le doux bruit de la rivière. Vers 2 heures du matin, un bruit sourd de raclement le réveilla. Cela ressemblait à du métal glissant sur du gravier. Pensant que des ratons laveurs avaient trouvé sa glacière, il attrapa une lampe de poche et ouvrit à moitié le rabat de la tente. La nuit était silencieuse, à l'exception d'un léger bruissement au-delà du cercle de feu. Il sortit pieds nus en chaussettes, la lumière traversant la clairière. Le faisceau a capté un mouvement à côté de la glacière, une forme sombre et large avec la tête baissée et les pattes en mouvement. L'animal a levé la tête, les yeux reflétant un jaune pâle. C'était un ours noir, plus grand que ce à quoi Daniel s'attendait, son pelage parsemé à cause de la mue. Pendant un instant, ils restèrent figés. Les oreilles de l'ours s'abaissèrent, puis il bondit. Daniel trébucha en arrière, son talon accrochant le bord de la corde de la tente. Il tomba près du foyer et la lampe de poche tomba dans la terre. L'ours fut sur lui en quelques secondes, frappant d'une patte avant de mordre son épaule et son bras. Il a essayé de rouler sur le côté, mais le poids le maintenait au sol. Son spray anti-ours était toujours dans la tente. Le bruit de l'attaque, les brindilles qui craquaient, les respirations lourdes et les brefs grognements se propageaient à travers les arbres. Un campeur sur un site éloigné a plus tard dit au garde forestier qu'il avait entendu ce qui ressemblait à des cris et un grondement sourd avant le silence. Après moins d'une minute, l'ours s'arrêta. Il recula en haletant et retourna vers la glacière. Il déchira le couvercle et dispersa la nourriture avant de disparaître dans les arbres. Daniel était allongé près du foyer, immobile. Le faisceau de sa lampe de poche, à moitié enfoui dans le sol, pointait vers la glacière renversée et une traînée de pas menant vers la berge. La température continuait de baisser. À l'aube, 2 randonneurs ont trouvé le campement en suivant le sentier. Ils ont vu la tente déchirée et se sont arrêtés net en remarquant la forme prédescendre du foyer. La veste de Daniel était déchirée à l'épaule et du sang avait imbibé la terre. La glacière se trouvait à 3 mètres avec son couvercle cassé et des emballages alimentaires éparpillés dans les broussailles. Son spray anti-ours et un sifflet étaient encore dans la tente, inutilisés. Les rangers sont arrivés peu après le lever du soleil. Ils ont identifié des traces d'un seul ours noir adulte, probablement mâle d'après l'enjambée et la taille. L'ours s'était approché sous le vent, attiré par la glacière et la marmite laissée dehors pendant la nuit. Les rangers ont suivi les empreintes vers la rivière, mais les ont perdues près du sol rocheux. Aucun ours n'a été trouvé lors des patrouilles cette semaine-là. Les enquêteurs ont ensuite reconstitué les événements à partir de traces, motifs de sang et rapports de bruit d'un camping voisin. Le rapport médical mentionnait de multiples morsures et blessures par griffes compatibles avec une réaction défensive de l'ours déclenchée par surprise à courte distance. L'heure du décès a été estimée aux alentours de 2h30 du matin.
Sa fille a confirmé plus tard que Daniel avait campé seul malgré ses inquiétudes et avait mentionné dans un message la nuit précédente qu'il avait entendu des coyotes à proximité. Les autorités ont fermé la zone environnante pendant 3 jours tout en installant des panneaux d'avertissement et des casiers à nourriture résistants aux ours. Lorsque le camping a rouvert, les gardes forestiers ont tenu un briefing pour les visiteurs sur le contrôle des odeurs, la distance et le bruit à faire lors des déplacements nocturnes. De l'immobilité glacée du Montana à la chaleur du sud de l'Inde, le danger prend une forme différente. À l'intérieur d'un parc de sauvetage, une porte non verrouillée devient la ligne entre l'ordre et le chaos. C'était le 17 mars 2015 dans un parc de sauvetage et d'élevage d'animaux sauvages à la périphérie de Bengaluru, en Inde. Dans l'arrière-cour, les gardiens se déplaçaient entre les salles d'alimentation et les supports de tuyaux, testant les portails avant que les équipes n'entrent pour nettoyer. Le bloc des tigres était silencieux, à l'exception du bourdonnement d'une pompe et du cliquetis du métal. Le personnel vérifiait les verrous dans l'ordre. La routine du matin était standard. Mira Rao avait 66 ans, une enseignante à la retraite qui faisait du bénévolat 2 fois par semaine. Elle était prudente et toujours en avance, notant les tâches dans un petit carnet. Elle ne s'occupait pas des animaux. Son rôle consistait à laver les sols, changer les bacs d'eau et passer des outils aux gardiens de service. Après 30 ans dans les salles de classe, elle aimait l'ordre de la routine. Elle revenait souvent pour des raisons personnelles. Son mari, qui était décédé l'année précédente, aimait le parc. Le bénévolat gardait une partie de cette vie pour elle. Le personnel lui faisait confiance parce qu'elle suivait les instructions et ne se précipitait jamais. Elle connaissait la règle affichée par cœur. Personne n'entre dans un enclos de grands félins, à moins que le félin ne soit sécurisé derrière 2 barrières verrouillées et que les verrous soient vérifiés par 2 personnes. La zone des tigres se trouvait derrière une double porte appelée SAA, chaque enclos d'exposition étant relié à un enclos de retenue par une porte coulissante de type guillotine. Les étapes standards étaient simples. Déplacer l'animal dans la zone de retenue, abaisser la porte, engager le loquet de sécurité et appliquer un verrou secondaire. Un nouvel assistant junior a rejoint la rotation du matin. Il avait suivi l'équipe pendant 3 jours et était enthousiaste mais peu sûr de lui. Les tigres du Bengale sont des prédateurs embusqués, mesurant en moyenne environ 8 à 10 pieds et souvent plus de 400 livres pour les mâles adultes. Ils peuvent couvrir 20 pieds en un bond et peuvent déséquilibrer une personne. En captivité, la plupart des blessures graves surviennent lorsqu'une barrière est laissée ouverte ou qu'une personne se trouve par erreur dans le même espace. Une courte ruée et une morsure haute sur le corps peuvent être fatales. À 8h05 du matin, le gardien principal a appelé le changement, déplacé le mâle de l'enclos B vers le holding 2, puis nettoyé l'enclos B. Le junior a tiré le levier et a dit que le chat s'était déplacé. Le senior a regardé à travers la fente d'observation, a vu des rayures dans le holding 2, a abaissé la porte et s'est tourné pour informer l'équipe de bénévoles. Le loquet de sécurité qui aurait dû verrouiller la poignée est resté en position relevée. Aucune serrure secondaire n'était activée. Mira a positionné le chariot et a attendu à la porte d'entrée. Voyant le clipboard taper et faire signe d'avancer, elle est entrée dans l'enclos B avec un balai à pousser et un grattoir. Le béton était humide. Un drain de sol gargouillait au fond du mur, elle travaillait le long du périmètre, les yeux baissés, supposant que l'animal était sécurisé. 2 petites défaillances se sont alignées. Le tigre, agité par le bruit de la pompe, a appuyé sur la jointure de la porte coulissante. Avec le loquet relevé et sans verrou secondaire, la poignée avait assez de jeu pour se soulever. La porte s'est levée de quelques centimètres. La patte du félin a glissé sous le rebord, les griffes me trouvant le rail inférieur. D'une poussée, la porte s'est levée. Le reste a pris quelques secondes, le tigre est passé, bas et rapide. Le métal a grincé une fois. Mira leva les yeux et fit un pas vers la porte de sortie, mais l'animal était déjà entre elle et la sortie. Le premier impact frappa sa hanche et la fit basculer sur le côté. Elle tomba lourdement, le tigre la plaqua avec ses pattes avant et mordit haut sur son épaule et son cou. Un gardien à l'extérieur entendit le bruit métallique, vit du orange à travers le grillage et déclencha l'alarme. L'alarme a coupé la pompe et envoyé un code qui a verrouillé les portes adjacentes. Le protocole interdisait à quiconque de se précipiter à l'intérieur. Le gardien principal a fait retentir un klaxon à travers le grillage. Le tigre s'est arrêté puis a resserré son emprise et a traîné Mira vers le mur du fond, loin de la porte. La distance était inférieure à 15 pieds. Un kit d'immobilisation chimique était stocké dans la salle de service à 40 yards. Le technicien vétérinaire courut le chercher tandis que le senior continuait de faire retentir le klaxon. La posture du tigre restait basse et possessive, pas frénétique. Il tenait, relâché, puis tenait à nouveau. Le sang s'étendait sur le sol et coulait dans le drain. À 8h10, le vétérinaire arriva avec un fusil à fléchette. Une ligne de tir dégagée était disponible à travers le grillage. La première fléchette a frappé le muscle de l'épaule, l'animal a reculé d'un pas puis est revenu à sa prise. Une deuxième fléchette est entrée 30 secondes plus tard. En 2 minutes, la tête du tigre s'est abaissée et son poids s'est déplacé de Mira. Les gardiens ont utilisé des perches et des boucliers, tandis que 2 autres l'ont tiré par sa ceinture et ses aisselles. Elle n'avait pas de pouls. Un bandage compressif a été appliqué sur la blessure au cou et les compressions thoraciques ont commencé. Les ambulanciers de la ville sont arrivés dans les 15 minutes suivant la première alerte. Ils ont continué la réanimation cardio-pulmonaire mais l'ont déclarée morte à l'entrée.
L'heure du décès était 8h18 du matin. Les enquêteurs ont ensuite confirmé que le loquet de sécurité de la porte coulissante n'avait pas été engagé et qu'aucun verrou secondaire n'était en place. La liste de contrôle avait été marquée comme complète, mais la poignée ne montrait aucun signe de test de traction. Des marques de griffures et quelques poils oranges accrochés au rail inférieur correspondaient au passage du tigre à travers l'écart. Les journaux radio et les horodatages des alarmes ont établi une fenêtre claire de 3 minutes entre la défaillance de la porte et la tranquillisation. Le parc a suspendu toutes les opérations de nettoyage des grands félins pendant 48 heures, tandis que les agents de sécurité et les inspecteurs du département forestier examinaient chaque loquet et documentaient les lacunes de maintenance. Un bref rapport a cité une non-conformité procédurale et a recommandé un journal de double vérification avant chaque entrée. L'installation a mis en place de nouveaux dispositifs de verrouillage codés par couleur dans la semaine et a exigé que tous les bénévoles suivent à nouveau la formation d'accès aux enclos. Le tigre a été déplacé dans un enclos d'isolement et maintenu sous observation. Le sol de l'enclos a été désinfecté et laissé vide pour inspection. Le lendemain matin, les gardiens ont parcouru le couloir en silence, testant chaque loquet 2 fois avant d'ouvrir. La routine du parc a repris, mais chaque clic métallique d'une serrure qui se ferme portait un nouveau poids, un rappel silencieux de la façon dont un seul faux pas peut décider de tout ce qui suit. Toutes les menaces ne viennent pas de derrière une clôture. Certains attendent dans l'eau libre, silencieux et patients. Le long d'une rivière en Australie, une petite habitude de pêcheur se termine comme la plupart des habitudes, discrètement. C'était le 28 mai 2016, sur une rivière dans le territoire du nord de l'Australie. La lumière tardive s'étalait sur l'eau. Un petit bateau de pêche en aluminium dérivait le long des mangroves, sa coque cognant sur une branche submergée. La rivière semblait ordinaire. Harold Briggs avait 73 ans, un mécanicien de petits moteurs à la retraite qui pêchait sur cette rivière depuis ses 20 ans. Il connaissait encore les méandres où les barramundi se tenaient et les bancs de sable à marée basse. Il tenait un carnet en cuir des marées et aimait partir avant la nuit. Une habitude, mise en garde par les gardes forestiers, était de laver les filets par-dessus le plat-bord au lieu de dans un seau. Il était sorti avec son partenaire le plus proche du club de pêche. Ils ont lancé avant le lever du soleil, ont travaillé les leurres le long des tourbillons et ont mis 2 poissons légaux sur glace. En fin d'après-midi, ils étaient en aval d'une berge peu profonde où les mangroves s'épaississaient. Le sel flottait dans l'air et les moustiques commençaient à monter. La rivière devenait lisse entre les légères rafales. Harold décida de nettoyer un seul poisson avant de repartir. Il posa une planche sur le plat-bord, sortit un barramundi de la glacière. Son partenaire lui a dit d'utiliser le seau. Harold a dit que cela prendrait 1 minute. Il s'est penché et a passé le premier filet dans l'eau. Les crocodiles marins sont les plus grands reptiles vivants. Les grands mâles peuvent dépasser 17 pieds et 1000 livres. Ils se tiennent bas avec seulement les yeux et les narines exposés et peuvent se lancer en avant plus vite qu'une personne ne peut réagir. Une fois qu'ils ont une prise, ils roulent tout traîne-s'ils la proie sous l'eau pour la noyer. Dans les rivières amarrées avec des mangroves, ils utilisent les racines et les ombres des berges comme couverture et attendent un comportement routinier. Les gardes avaient affiché des panneaux sur les crocos suivant les bateaux et prenant les poissons à la surface. Les habitants ont averti au sujet du crépuscule lorsque la lumière s'aplatit et que la rivière cache les mouvements. On avait dit à Harold de garder ses mains à l'intérieur et de ne jamais se pencher au-dessus de l'eau boueuse. Il a enfreint la règle de petite manière, se convainquant que c'était sûr s'il bougeait rapidement et restait près des bas-fonds. Alors que le soleil se couchait, il a fait ce qu'il faisait toujours, laver la viande, rincer la planche et ranger l'équipement. L'attaque s'est produite sans éclaboussure. Une large tête surgit de l'eau brune et se referma sur l'avant-bras droit de Harold au-dessus du coude. L'attraction tire son torse par-dessus le plat-bord. Son partenaire attrapa la ceinture de Harold, mais le bateau bascula et la glacière glissa, déplaçant le poids à tribord. Le crocodile fit un effort et Harold passa par-dessus bord. Le partenaire balança une rame vers la tête et frappa le bois et l'eau. La pale se brisa. Il essaya à nouveau et perdit l'équilibre. Il tomba sur un genou et sentit la coque heurter une racine. La surface bouillonna, puis devint plate. Un mince filet de bulles glissa sous les palétuviers. Il démarra le moteur hors bord, fit le tour de l'endroit et cria le nom de Harold. Un ruban de sang s'amincit dans le courant et disparut sous les racines. Il marqua l'emplacement sur son GPS et se rendit au quai le plus proche pour appeler à l'aide. Il contacta un garde forestier par téléphone en quelques minutes et transmit les coordonnées. La police et les agents de la faune lancèrent dans des bateaux avant la tombée de la nuit. Ils ont effectué des recherches avec des projecteurs le long des 2 rives et dans les canaux latéraux. Les agents ont récupéré la pale d'aviron cassée et le chapeau de Harold. Le bateau en aluminium a été remorqué pour examen. À l'intérieur se trouvait une planche à découper, un couteau et une glacière. Toute la nuit, les équipes ont travaillé le long du bord des mangroves, sondant avec des perches là où les racines formaient des poches d'eau stagnantes. Un hélicoptère est passé au-dessus, mais n'a vu que la chaleur des oiseaux et des petits mammifères. Les agents ont tiré des coups de semonce sur 2 crocodiles qui s'approchaient des lumières près de la berge. Aucun des animaux ne pouvait être lié à l'attaque.
Au lever du jour, l'équipe a trouvé la boîte à pêche flottant contre les roseaux à un demi-mile en aval. À l'intérieur se trouvait une section de bas de ligne et un outil multifonction, ainsi que le journal de bord de Harold dans une pochette en plastique, la dernière entrée répertoriant les horaires des marées pour la semaine. Aucun vêtement ni reste humain n'a été retrouvé. Les agents ont documenté des marques de glissement sur le plat-bord et une trace de sang sur la coque extérieure là où Harold était passé par-dessus bord. Les agents de la faune ont interrogé le partenaire et 2 plaisanciers qui avaient passé le virage au ralenti vers le crépuscule. Leurs récits concordaient sur le moment et l'emplacement. La conclusion était simple. Un grand crocodile marin avait attrapé Harold par le bras alors qu'il se penchait par-dessus le plat-bord et l'avait entraîné sous l'eau en quelques secondes. Il n'y avait aucun signe de plusieurs animaux ou de lutte à la surface au-delà du coup initial. Les mains du partenaire étaient contusionnées là où la ceinture avait glissé de sa prise. En fin d'après-midi, la recherche est passée du sauvetage à la récupération. La rivière s'est assombrie avec la marée montante et la visibilité a diminué. Les équipes ont établi une zone d'exclusion temporaire autour du virage et ont affiché des panneaux de danger aux rampes voisines, avertissant de ne pas nettoyer les poissons au bord de l'eau. Une semaine plus tard, le tronçon a été déclaré interdit à la pêche, tandis que des panneaux permanents et des clôtures ont été installés au point d'accès très fréquenté. Le partenaire a nettoyé le bateau seul 2 jours plus tard. Il a lavé la planche et le couteau et a rendu le journal de bord à la famille de Harold. Le Tiny est resté sous une bâche pour le reste de la saison sèche. Les soirs où la rivière devenait calme, les pêcheurs entendèrent les mulets sauter et le doux bruit de l'air sous les palétuviers. Les gens gardèrent les mains à l'intérieur des coques et rincèrent les planches dans des seaux. La routine a changé de quelques centimètres, c'est ainsi que la rivière mesure le risque. Loin des mangroves et de la marée, un autre danger se cache plus près de chez soi. Dans la Géorgie rurale, 6 chiens errants transforment une simple promenade jusqu'à la boîte aux lettres en quelque chose d'inattendu. C'était le 3 février 2015 dans un comté rural du nord de la Géorgie. La matinée était fraîche, du genre qui fait que le givre persiste dans l'herbe après le lever du soleil. Une petite ferme se trouvait au bord d'un chemin de terre bordé de noyers sans feuilles. Au-delà du porche, l'allée de gravier s'étendait sur 50 yards jusqu'à un portail rouillé et une boîte aux lettres rurale penchée légèrement vers le fossé. Le son des aboiements lointains était devenu courant dans ce tronçon de route, quelque chose que les voisins avaient là remarqué, mais avaient appris à ignorer. Margaret Lewis avait 79 ans, une veuve qui vivait dans la même maison depuis plus de 40 ans. Ses journées suivaient un schéma tranquille. Nourrir le chat, écouter la radio du matin et marcher jusqu'à la boîte aux lettres une fois le camion de la poste passé. Son fils lui rendait visite 2 fois par semaine pour livrer des courses et vérifier le générateur. Elle refusait de déménager en ville, disant qu'elle aimait entendre le vent à travers les pacaniers et le bruit occasionnel des camions agricoles sur l'autoroute. Elle tondait encore elle-même certaines parties de son jardin, bien que ses genoux ne lui permettent de plus de se déplacer rapidement. Dans les semaines précédant l'attaque, plusieurs résidents avaient vu des chiens errants dans la région. Le service de contrôle des animaux avait reçu plusieurs appels concernant le même groupe, 4 chiens de race mixte, principalement des croisements de chiens de chasse et de bergers, qui s'étaient échappés de la propriété d'un éleveur à 1 mile de là. Le propriétaire avait déjà été verbalisé pour mauvaise clôture. Les habitants laissaient parfois des restes, ne réalisant pas que cela encourageait les animaux à rester. Fin janvier, ils avaient été vus près des poulaillers et des tas d'ordures au bord des allées. La route où vivait Margaret n'avait ni trottoir ni clôture. Des champs ouverts s'étendaient derrière les maisons et les fossés restaient humides à cause de la pluie hivernale. Ce matin-là, la lumière du soleil traversait les arbres en bandes pâles et le givre venait de fondre sur la boîte aux lettres. Margaret enfila un pull et des chaussures en caoutchouc, prit son petit sac de courrier et sortit. Le seul bruit au début était le bourdonnement lointain d'un camion se dirigeant vers l'est. Les meutes de chiens errants sont rares, mais dangereuses. Lorsque plusieurs animaux sous-alimentés ou non stérilisés se regroupent, leur comportement passe de territorial à prédateur. Les meutes mixtes incluent souvent au moins un mâle dominant qui déclenche des réactions de groupe. Une fois que la meute commence à poursuivre ou à encercler, les mouvements d'un humain, en particulier trébuché ou agité, peuvent déclencher une réponse d'attaque. La Géorgie rurale a signalé plusieurs de ces cas, impliquant souvent des chiens récemment abandonnés ou échappés d'opérations d'élevage non réglementées. Les voisins avaient entendu des aboiements la veille au soir près d'un ponceau de drainage en face de l'allée de Margaret. Le contrôle animalier avait prévu d'envoyer un camion cet après-midi-là. Les chiens avaient dû fouiller le fossé pendant des jours, dormant sous des tas de broussailles près d'une clôture effondrée. Alors que Margaret descendait de son porche, ils observaient déjà depuis la lisière des arbres. Elle atteignit le portail, le poussa pour l'ouvrir et commença à descendre le chemin de gravier vers la route. Elle était à 30 mètres de la boîte aux lettres lorsque 2 chiens s'avancèrent sur la route, queue raide, tête basse. Un troisième apparut derrière elle près du fossé, puis un autre le long de la clôture. Margaret hésita, balançant son sac de courrier devant elle. Les aboiements se transformèrent en un rythme aigu et irrégulier, 4 voix résonnant entre les arbres. Elle se retourna vers le portail, mais les chiens avaient réduit la distance. Le premier contact est venu de derrière. L'un des plus petits chiens a bondi sur sa jambe et a attrapé le bas de son pantalon. Elle a essayé de le repousser, balançant le sac de courrier. Le gravier crissa sous ses chaussures. Un autre chien s'accrocha à sa manche, la tirant de côté.
Elle tomba à la renverse dans le fossé, le sac de courrier volant dans l'herbe. Le bruit des aboiements s'intensifia, accompagné de grognements courts et lourds. Un chauffeur de livraison de la route postale a tourné le virage quelques instants plus tard et a vu du mouvement près du fossé, un groupe de chiens se déplaçant autour de quelque chose au sol. Il a arrêté le camion, klaxonné et appelé le 911. De sa position, il pouvait voir des éclats d'un pull léger et du mouvement sous la meute. Il a crié et jeté une clé à molette par la fenêtre de la cabine. Les chiens se sont dispersés momentanément, tournant en rond puis se sont regroupés. La maison la plus proche était à 2 lots de distance. Un voisin a entendu le klaxon et les aboiements et est sorti. Il a vu les chiens entourant le fossé et a attrapé une pelle avant de courir vers la route. En criant, l'un des plus gros chiens s'est retourné et a avancé, puis s'est retiré lorsque le klaxon a retenti à nouveau. Des sirènes étaient audibles en quelques minutes, le son des adjoints arrivant pour trouver 4 chiens encore près du fossé, se déplaçant entre la route et l'herbe. Un s'est enfui vers les bois. 3 sont restés proches, claquant des mâchoires lorsqu'on s'approchait, essayant à travers les champs. Un adjoint a tiré 2 fois, touchant un chien qui chargeait. Les autres ont été acculés avec des perches de capture et maîtrisés. La scène était silencieuse, à l'exception du ronronnement du camion postal au ralenti. Les ambulanciers ont atteint Margaret quelques minutes après la sécurisation de la zone, mais elle ne montrait aucun signe de vie. L'attaque avait duré moins de 3 minutes, du premier aboiement au dernier mouvement. Le conducteur qui avait signalé l'incident a ensuite dit aux enquêteurs que le bruit s'était arrêté brusquement, comme si tout était devenu silencieux d'un coup. Le contrôle animalier a euthanasié un chien sur place. Les autres ont été capturés et emmenés pour des tests. Les enquêteurs les ont retracés jusqu'à une propriété d'élevage non clôturée à plusieurs kilomètres de là. Le rapport final du comté a cité l'échec du confinement et la supervision négligente comme facteurs contributifs. Les autorités ont émis plusieurs contraventions et ont rappelé aux résidents de ne pas laisser de nourriture ou de restes là où des animaux errants pourraient se rassembler. Une semaine plus tard, le courrier arrivait toujours à la même boîte. L'herbe avait poussé sur le fossé et les marques dans le gravier s'étaient estompées avec la pluie. Seul le drapeau rouge restait droit, captant le vent lors des matins calmes. Merci d'avoir regardé. Vous avez aimé cette vidéo ? Cliquez sur plus